Vous avez les philosophes derrière vous, sachez donc que votre bateau sera mené à bon port. Monsieur Diallo, je tenais tout particulièrement à vous le dire. Permettez-moi malgré tout d'être assez bref. Nous autres philosophes, nous sommes souvent taxés d'assez bavards. Évidemment, nous sommes assez bavards, parce que la sagesse est bavarde. Bavard, oui, mais pas bavardage. Nous sommes assez bavards parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et je suis certain que Madame à elle seule, Monsieur Faye à lui seul, Monsieur Dia, Monsieur Colli, et pourquoi pas Monsieur Diallo ici présent, aurait pu à lui seul animer toute la conférence. Donc je voudrais être quand même assez bref, faire un ramassis, puisque Monsieur Dia m'a bien balisé le chemin, pour aborder ce point fondamental de votre programme portant sur ce qu'on appelle la vie sociale. Il faut d'abord dire que la vie sociale est un chapitre incontournable de la réflexion philosophique et évidemment de votre programme de philosophie en classe de terminale. Madame l'a dit dans son intervention, la philosophie est une activité de connaissance. Mais toute connaissance n'est pas philosophique. Elle a cité le cas du mythe, de la magie, de la religion et de bien d'autres formes de connaissance. Mais quand on dit quête de connaissance, on sous-entend par là que c'est à l'individu lui-même comme une vérité qui se veut somme toute rationnelle. Mais quand on dit cet être, c'est quoi? C'est l'homme. C'est l'homme qui se définit précisément comme un animal métaphysique, qui donc dépasse le donné naturel, qui se fixe des normes, se fixe des règles, se donne une morale et surtout décide de vivre volontairement avec son semblable. L'animal suit son semblable non pas par volonté mais par instinct. Monsieur Diallo a si bien dit tout à l'heure. Vous prenez un mouton de n'importe où, vous l'amenez à Kaolack, vous le faites descendre, il n'ira ni chez les chiens, ni chez les chats, il ira immédiatement vers les moutons. C'est un réflexe, c'est grégaire, c'est quelque chose de conditionné par sa nature. Par contre, cette auguste assemblée en face de moi n'est pas là par hasard, n'est pas là par instinct. Tout le monde ici présent sait très bien ce qu'il amène ici, venir s'abreuver de connaissances. Vous avez consciemment décidé de venir, vous avez consciemment décidé d'être là. C'est dire simplement que l'homme, à la différence de tous les êtres, n'agit pas de façon instinctive, il est animé d'une faculté intellectuelle qui lui permet de se préfigurer, de préfigurer le monde, mais également d'orienter sa conduite. Cette faculté, c'est laquelle? C'est la conscience. Du latin conscientia, qui signifie accompagner de savoir, la conscience est donc cette faculté qui est en quelque sorte spécifique à l'homme. L'homme est un être de conscience, l'homme est un animal métaphysique, l'homme est un animal pensant, ou pour parler comme Descartes, l'homme est une res cogitans. Ce micro que je tiens en face de moi, il ne décide pas par lui-même de parler. Cette table, comme disait Spinoza, n'agit pas, elle est agit. Je ne la touche pas, je ne la bouge pas, elle ne bougera jamais. L'animal n'agit que par instinct. Et toute la vie animale se réduit à trois choses essentielles: manger, boire, dormir, j'ajouterai une quatrième, procréer. La plante, enfin, subit un processus de développement naturel. Mais l'homme, lui, il a tendance à agir en faisant intervenir sa raison. Et dans tout ce qu'il accomplit, il se pose consciemment ou inconsciemment, que puis-je faire, ou est-ce que je dois avoir tel ou tel type de conduite. C'est dire donc que l'homme est mu par des règles, l'homme est mu par des normes. L'homme agit selon des règles qu'il a trouvées en l'état ou bien qu'il a lui-même forgées afin d'organiser sa vie en communauté. C'est pourquoi M. Dia avait tout à fait raison de dire que, à la manière de Thomas Hobbes, ibi societas ibi jus, autrement dit, la société est basée en tant que telle sur des règles sans lesquelles il n'y a absolument pas de vie en communauté. Et s'il n'y a pas ces règles, évidemment, nous retournons à nos dimensions animales. Dimension animale, marquée essentiellement par quoi? Par le conflit, par le chaos, par l'anarchie, comme ce fut le cas à l'état de nature, tel que décrit par Thomas Hobbes, et tel que d'ailleurs semble rejoindre à la fin Descartes, puisque Descartes distingue lui-même dans l'état de nature des états, état de nature primitif, âge d'or, mais à la fin il rejoint Thomas Hobbes en montrant que, disons, la fin de l'état de nature qui va précéder l'avènement du contrat et qui va justifier la naissance du contrat, c'est qu'il va y avoir la décadence. Pour montrer par là que s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de règles, l'homme est réduit à quelle dimension? Il est réduit à la dimension animale. Et Hobbes le résumé de façon merveilleuse dans le Léviathan, lorsque synthétisant le caractère de l'homme, que disait-il? À l'état de nature, l'homme a une existence quasi animale, son existence est vouée essentiellement au conflit, à la peur de la mort, sa vie est besogneuse, quasi animale et brève. C'est dire simplement que
La norme est fondamentale dans la conduite humaine. L'homme subit des règles ou au contraire, il établit des règles. Et il n'est pas un seul domaine de l'existence humaine dans lequel n'interviennent pas des règles. L'ensemble de ces règles, l'ensemble de ces normes renvoie en tant que tel à ce qu'on appelle la culture. Culture qui renvoie précisément à ces principes par lesquels l'homme va avoir tendance à se distinguer de l'animal. L'homme est vrai un animal. Il est un animal comme tous les animaux puisque toutes les fonctions animales se trouvent dans l'homme. Manger, boire, dormir, procréer, les facultés sensorielles sont toutes dans l'homme. Exactement comme l'animal. Ce qui est dans le singe est dans nous. L'homme est un singe. Mais il dépasse le singe en ce qu'il a, en plus de ses caractéristiques simiesques, il a les fonctions intellectuelles. L'homme pense, l'homme réfléchit. L'homme prend d'abord conscience de lui-même. Moi, Monsieur Fall, devant vous, je sais qui je suis, je sais ce que je fais. Je sais que je suis Monsieur Fall en train de communiquer à des personnes. Donc, je suis un être qui prend conscience de moi-même. Pour parler un peu comme Jacquard, l'homme est le seul être qui se sait être. Donc, l'homme a une conscience et c'est cette conscience-là qui fait que son action est en quelque sorte guidée par des normes. Ce sont ces normes justement qui vont le spécifier de l'animal. Dans tout ce qu'il accomplit donc, il se réfère à des règles, à des signifiants culturels qui font que justement il va avoir une conduite totalement, radicalement différente de la conduite en tant que tel animal. Donc l'homme est un être de culture. Et tout à l'heure, M. Dial l'a si bien dit. L'illustration la plus merveilleuse à ce sujet est incontestablement proposée par Lucien Malson dans son merveilleux ouvrage Les enfants sauvages, où il relate le cas de Victor, l'enfant de l'Aveyron, mais surtout le cas également des enfants loups Amala et Kamala, découverts dans la forêt de Midnapore en 1920, confirmant 150 ans après le fait que justement, sans la culture, l'homme, pour parler d'elle comme Jean Itard, n'est rien d'autre que le plus stupide et le moins intelligent de tous les animaux. Aussi que vous avez un très sérieux problème. Je vais d'abord commencer par vous. De M. Fall, un élève de M. Koli, un élève de Mme Sidibé, un élève de M. Faye, un élève de M. Dia, bu xamul dañ ko war a rey bu taxawul dañ ko war a rey parce que l'ignorance n'a pas d'excuse. Je dirais, j'ai un sérieux problème. Pourquoi? Parce que l'art n'est pas la représentation d'une chose belle, mais la belle représentation d'une chose. Quand on se propose de représenter une chose, eh bien, on ne se contente pas simplement de la représenter, on fait l'effort de faire de sorte que la représentation puisse attirer et retenir l'attention des contemplateurs. Raison pour laquelle, du point de vue d'Emmanuel Kant, le beau n'a absolument rien à voir, comme il l'a si bien dit, avec l'utile. Il n'a rien à voir. Littérature lay doon avec ñoom jeunes gens danañ jàpp date xool nan lañ ko organiser le plus rapidement possible. Et pour ses collègues ici présents, je dirais que ce sont plus que des amis, parce que nous avons eu à les partager, à échanger depuis longue date. Ce sont plus que des amis, ce sont des frères. Pour le frère qui vient de prendre la parole tout à l'heure, à savoir M. Malick Diallo, pour lui, je dirais que ce n'est pas un frère, mais c'est plus qu'un frère, mais c'est un ami. Donc c'est une véritable dialectique. Je suis resté, depuis le début, derrière, car beaucoup de choses, je crois, militaient aujourd'hui en faveur de mon silence. Il y a dans un premier temps le fait que ce M. Diallo qui était là assis et qui vous a offert ce beau cadre pour ces échanges au niveau de la philosophie, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé tout depuis mon enfance. Nous avons fait les mêmes classes, nous avons eu les mêmes professeurs et nous avons partagé énormément de choses et c'est un frère donc de sang. Je suis surtout ému et je ne tenais pas à prendre la parole également parce que le proviseur de Mbadakhoune que vous voyez derrière moi, c'est un professeur de philosophie et c'est mon grand frère aîné. Et c'est lui qui m'a enseigné tout ce que je sais pratiquement au niveau de la philosophie. Et il a participé également grandement à ma formation au niveau de la littérature. Et donc quand un élève
quand un disciple est devant son maître, celui qui l'a formé, la grande règle, c'est tout simplement de se taire. Et surtout l'autre jour, un ami qui était venu au niveau de Kaolack, à savoir le professeur Songué Diouf, à la fin de son discours, il m'avait dit, cher ami, depuis quelque temps, j'ai choisi d'habiter un pays, un État de la Grèce antique qui s'appelle Lacédonie. Et je lui avais dit que si vous partez au niveau de ce pays, il faudrait m'y réserver une place parce que nous avons tant parlé ensemble, nous avons tant échangé depuis quelques 20 ans maintenant au niveau de l'éducation et chaque fois que nous sommes avec les jeunes collègues, je préfère me mettre en retrait et leur donner l'occasion de bien parler. En ce qui concerne Madame, moi je ne dirais pas pour beaucoup de réserves comme les philosophes osent le dire, je vous aime donc je ne le dirai pas, quand bien même je l'ai dit pour ne pas le dire. Mais ça également, c'est l'invite de la littérature qui, à l'image de la philosophie, c'est l'invite de la littérature qui, à l'image de la philosophie également, permet d'enfreindre également les voies qu'il ne faut pas du tout prendre. Et c'est sur ces restrictions que je dirais également aux chers élèves que nous allons faire une conférence en littérature. Et quand nous allons faire une conférence en littérature, nous allons voyager au niveau de ce monde sublime des mots MOTS. Et au niveau du monde sublime des mots MOTS, nous allons visiter les coins, les recoins et les arcanes de ce vaste monde, nos langages respectifs. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour les jours à venir. Je vous remercie.